Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Je suis Renaud, votre chef d'antenne chez OpenMind et votre animateur pour la journée. Ici, on transforme la techno et l'IA en gestes concrets et pratiques pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation. Comme chaque semaine, j'ai quelqu'un qui attend à côté de moi, ici, et c'est Joe. Jonathan Léveillé, le président chez OpenMind, qui vient nous partager quelque chose, probablement répondre à une question de quelque chose que je comprends pas, pour vous aider aussi, si jamais vous aussi, vous comprenez pas quelque chose. Salut Joe, ça va? Enchanté, encore une fois. Ça va super bien, toi aussi. Yes. Écoute, je lisais mon horoscope ce matin, puis ça me disait que cette année, ça serait l'année des agents IA. Et j'ai aucune idée ce que ça veut dire. J'ai vendu ma maison récemment, j'ai pas utilisé un agent IA. J'espère que je me suis pas trompé. Alors, j'aimerais ça savoir, c'est quoi un agent IA, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis pourquoi j'en ai autant besoin. C'est intéressant, Renaud, comme question, parce qu'effectivement, on l'entend 2025, la fameuse année des agents IA, puis on entend ça partout, mais c'est quoi un foutu agent IA? Et qu'est-ce que ça fait dans notre quotidien, autant personnellement que professionnellement? Euh, Je vous explique un petit peu différentes manières comment on peut aborder puis approcher ça, puis essayer de comprendre c'est quoi un agent IA. Une manière qui se rapproche beaucoup de l'humain, dites-vous, c'est un peu comme si vous aviez engagé un stagiaire extrêmement brillant dans votre organisation, puis là, vous lui confiez une tâche en particulier. Donc, il va être capable lui-même de regarder, il a accès à quoi comme données. Il va regarder également sa mémoire qu'il a, qui est peut-être quand même assez neuve au début, en tout cas en termes de marché du travail. Et ensuite, il va choisir des outils pour faire son travail et exécuter quelque chose. Fait que vous lui demandez quelque chose, il vérifie dans ses outils, sa mémoire, également les données qu'il a pour vous donner au final un résultat qui fait du sens. Fait qu'en termes d'humain, c'est un petit peu ça, c'est qu'on confie une tâche à quelque chose. Dans ce cas-là, on pourrait dire quelqu'un, ce fameux stagiaire-là. Mais la réalité, c'est que le stagiaire est numérique. Donc, c'est un cerveau numérique auquel on confie une tâche. Et pour être un peu plus profond dans qu'est-ce qu'un agent IA, ben, je recule un petit peu en arrière. Il y a comme trois silos qui se parlent un l'autre. Et je recule complètement au premier. Dans le fond, dans toute organisation, quand on fait une tâche, c'est un processus qui est à faire. Et souvent, dans ce processus-là, il va y avoir un humain qui va lui-même exécuter quelque chose, réfléchir, puis décider d'aller à gauche, d'aller à droite ou de produire un certain résultat. Donc, ça, on appelle ça un processus manuel où il y a de l'humain en quelque part à l'intérieur. Dans les 30 dernières années, il y avait moyen d'automatiser certaines de ces choses-là pour remplacer l'humain par des lignes de code quand c'était des choses qui sont très simples, qu'on peut aller à gauche ou à droite, qu'il y a choix A, B, qu'il n'y a pas trop de flou dans la tâche, puis qu'il ne peut pas avoir beaucoup d'erreurs autour de ça. Dans la majorité des causes que ça devient complexe, des lignes de code, ça devient trop long à programmer et trop coûteux. Je vais donner un exemple extrêmement concret. La conduite automobile sans conducteur. Ça fait des années que Tesla essayait de solutionner ce problème-là avec des lignes de code traditionnelles. Et là, il faut prévoir toutes les possibilités qui peuvent arriver sur la route dans toutes les conditions, météo et variables d'environnement, qui est pratiquement impossible. Donc, ça devient extrêmement coûteux. Et souvent, à un moment donné, il y a des lignes de code qui contredisent d'autres lignes de code, ce qui fait que le résultat, à un moment donné, on n'arrive pas à aller chercher un niveau de fiabilité qui est équivalent de l'humain. Donc, on parlait de l'humain qui fait un processus manuel. Là, on parlait d'un processus qui a des lignes de code qui gèrent ce processus-là, donc le deuxième fameux silo. Et il y avait une limite par des lignes de code traditionnelles. Maintenant, depuis, je dirais à peu près 2 ans environ, avec l'IA générative, on est capable d'utiliser un cerveau numérique. Quand vous entendez des modèles d'intelligence artificielle, appelez-les simplement un cerveau numérique. Là, c'est la même chose qu'un cerveau humain. C'est un réseau de neurones numériques. On a répliqué ce que le cerveau humain était capable de faire. Et ce fameux cerveau numérique-là est capable de, dans certaines capacités cognitives de l'humain, faire la même chose. Donc, lire du texte, traduire du texte, comprendre ce qu'il y a à l'écran, comprendre ce qu'il y a dans son environnement, émettre des prédictions, prendre des décisions. Donc, ce qu'on est capable maintenant de faire, tu voulais ajouter quelque chose, Renaud, là-dessus? Ben, j'ai une question. J'entends la foule dehors qui me pose des questions, fait que je dois répondre. Mais juste avant de continuer plus loin dans c'est quoi exactement un agent, euh, je me dis déjà, c'est quoi la différence entre juste utiliser ChatGPT puis poser une question puis un agent comme tel? Tu sais, c'est quoi J'adore ta qu'est-ce qui fait que c'est question. différent?
Alors, ta question, et j'y arrive, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de théorie, OK, je c'est vais bon, c'est bon. exactement répondre Je à suis cette juste question. Donc, excité. restez avec nous. Donc, on avait le processus manuel qui implique l'humain, le processus qu'on automatise avec des lignes de code, mais quand il y a beaucoup de cas possibles, ça devient trop difficile, exemple la conduite autonome. Et maintenant, on a accès à des cerveaux numériques. Donc, quand vous êtes dans ChatGPT, vous envoyez une question à ChatGPT. Lui, le cerveau numérique va processer cette information-là, faire un peu ce qu'un cerveau d'un humain ferait et nous retourne de l'information. Donc, ça, c'est on utilise un cerveau numérique qui, en réalité, en termes techniques, on fait appel à un modèle d'IA qui est caché derrière ChatGPT. Maintenant, c'est GPT-5. À l'heure qu'on enregistre ça, il y avait des modèles comme 4O, O3 et compagnie. Jusque-là, on fait appel à l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas un agent. Qu'est-ce qui manque pour qu'un ChatGPT de ce monde ou un appel à l'IA soit un agent? C'est 3 choses. Il faut une mémoire, il faut accès à des données et il faut également des outils. Quand on parle d'outils, c'est quoi? C'est d'avoir, par exemple, accès à rechercher sur Internet, accès à un calculateur, avoir accès à déposer des données dans un fichier Excel, accès à se connecter à vos courriels. Donc, il y a différents outils qu'on peut donner. Comme un humain, dans le fond, dans le cadre de son travail, il y a des outils. Donc, quand on a ces 3 conditions-là et qu'on demande au cerveau numérique de répondre à une question qu'on lui envoie ou à un contexte qu'on lui envoie, quand il a une mémoire, accès à des données et accès à des outils, et qu'on lui laisse lui-même le choix de l'autonomie, de choisir où est-ce qu'il va aller chercher son info dans ses données, quel outil qu'il prend et jusqu'à où est-ce qu'il va aller dans sa mémoire, c'est là qu'on qualifie l'intelligence artificielle d'un agent. Donc, un agent, je reviens à mon concept de stagiaire initialement. L'agent va faire la même chose qu'un humain. Il va avoir accès à sa mémoire, ses données et des outils qu'on va lui avoir donné, un ordinateur, Internet, peu importe. Et il va répliquer, dans le fond, simplement ce que le cerveau humain va faire. Donc, de se faire un plan de match, vérifier dans les outils, la mémoire et les données qu'il y a et produire un résultat qui est au final. Et là où ce que je m'en viens, c'est exactement avec la question que tu apportais, Renaud, qui est excellente. Est-ce que ChatGPT est un agent aussi? Hmm. C'est une bonne question parce que si on recule au début, à la naissance de ChatGPT, il avait seulement accès à sa propre mémoire qu'on lui avait infusée dans son entraînement, qui était pratiquement une grande partie des capacités, des connaissances qui sont disponibles sur Internet. Mais il n'avait pas d'outils, puis il n'avait pas accès à d'autres données que ça. À travers le temps, OpenAI a donné un outil à ChatGPT qui est la recherche sur Internet. Donc, ça lui donne un outil, mais ça lui donne des données aussi dans lesquelles il peut aller chercher. Maintenant, on a des connecteurs dans ChatGPT qui nous permettent de se connecter à notre SharePoint, à notre Outlook, à notre Gmail, à nos contacts, à notre HubSpot de ce monde. Donc là, on lui donne accès à des données et ils ont grandement amélioré la mémoire de ChatGPT, entre autres avec la mémoire qui permet de rechercher à travers toutes les conversations. Donc, on se pose la question, est-ce que ChatGPT est un agent? La réponse, c'est oui. Maintenant, ChatGPT a accès à des outils, à des données et à une mémoire qui est quand même assez avancée. Donc, il fait office d'agent pour certaines tâches. Et ils ont même lancé le mode agent, ChatGPT Agent, qui va, dans son lot d'outils, avoir l'outil de créer une console de navigateur et prendre contrôle du navigateur comme si c'était un humain. Si ça, vous ne l'avez pas essayé encore, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Allez dans ChatGPT, dans le petit plus en bas à gauche, activez le mode agent. Et comme exemple, demandez-lui d'aller vous trouver le meilleur Airbnb pour la semaine prochaine, par exemple, à Montréal. Et vous allez voir, ça bouge tout seul, là. C'est comme si c'était un humain qui contrôlait l'ordinateur et qui comprend ce qui se passe directement à Je fais l'écran. tout de suite ça. Je m'en vais. Louer un Airbnb. Je m'en vais me louer un Airbnb. C'est fini. Disons, si j'étais en entreprise puis je voulais faire quelque chose qui serait légèrement plus productif que d'aller me louer quelque chose de trop cher en ville, des flashs comme ça, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire Ben, pour où ce que déjà ça devient tester? intéressant, c'est que moindrement que vous avez une liste de tâches qui est énergivore en temps pour vos humains, on peut commencer à se pencher. Est-ce qu'on est capable de déployer des petits agents qui vont venir accélérer ce que l'humain est capable de faire dans son quotidien? Et ça, c'est le genre d'exercice qu'on fait avec nos clients chez OpenMind quand on accompagne. Dans notre premier exercice qu'on fait avec eux, c'est justement de sortir les idées, les prioriser, les évaluer à haut niveau avant de commencer à automatiser par l'IA. Donc, si je donne des exemples concrets, je vais parler pour moi-même. Je viens de déployer un agent de mon côté dans mes courriels. Je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de courriels. Puis idéalement, j'aurais une adjointe ou un adjoint qui serait en train de trier mes courriels, qu'est-ce qui est urgent à répondre dans la journée même, qu'est-ce qui est une action ou pas urgent qui peut être répondu en dans 2 jours et tout ce qui peut être lu dans les 7 prochains jours, des newsletters, des notifications qui n'ont pas besoin d'action ou de réponse immédiate. Donc,
ce genre de cas-là, ben, ça prend 1 heure, 2 heures peut-être par semaine, morcelé à un 5-10 minutes un petit peu partout. La beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui même, la capacité des cerveaux numériques, on est rendu à ce niveau-là qu'on est capable de faire le travail égal, sinon mieux qu'un humain à ce niveau-là. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon cas, dans mes courriels à moi, j'ai déployé un petit agent, j'ai programmé un petit agent qui constamment regarde en continu si j'ai un nouveau courriel qui est entré. Selon les instructions que je lui ai données, il va automatiquement valider est-ce que c'est une catégorie 1, 2 ou 3 selon l'urgence et l'action. Et en même temps, il va valider est-ce que je devrais donner une réponse. Parce que s'il pense que je devrais répondre et qu'il y a une question qui m'adresse, il va fournir un brouillon automatique comme si un ou une adjointe aurait écrit ce brouillon-là à ma place. Fait que moi, je peux repartir du Fait qu'il brouillon fait pour pas finaliser. juste agir, il y a quand même un bout de réflexion. Ça, c'est vraiment Exactement. intéressant, là. Et c'est là qui est le fun dans un agent. Il existe environ 16 capacités cognitives que nous, on a mis par écrit que l'humain est capable de faire. Et 14 de ces 16 capacités cognitives-là, maintenant, on est capable, avec l'intelligence artificielle, d'être égal ou supérieur à ce que l'humain peut faire. Donc, exemple, réfléchir puis analyser des données, ben, c'est quelque chose que l'IA fait très, très, très bien, même des fois beaucoup mieux que l'humain, puis qui est beaucoup plus constant après ça dans sa fiabilité de comprendre ce qui se passe autour. Mais dites-vous, dans le fond, c'est l'équivalent si vous engagez des stagiaires qui ont 200 de QI, que vous leur dédiez des petites tâches spécifiques. Au fur et à mesure que vous les améliorez dans le contexte puis la demande, mais il finit par le retenir et rester pratiquement à vie avec vous par après. Et ça vous coûte pratiquement rien. Là, ça ne vous coûte pas le prix d'un salaire par la suite. Un coup, c'est développé et que c'est en production. Donc, on peut penser à un paquet d'autres tâches. Moindrement qu'il y ait un petit peu d'humain dans la loupe, il y a moyen de développer des petits agents et d'accélérer l'humain. Je vais vous donner un autre exemple qu'on a déployé chez nous, chez OpenMind. On est chanceux, on reçoit beaucoup de CV. Dans ces CV-là, quand on les reçoit, ben, il y a une ordre dans laquelle on veut les traiter selon est-ce que ça correspond bien aux soft skills, hard skills, donc les compétences plus sociales humaines, les compétences plus techniques, et également les autres critères, ce qui est proche de notre bureau, parce qu'on a quand même une certaine requis de présentiel chez OpenMind. Donc, c'est quand même énergivore en calories mentales humaines, de descendre les CV, les comparer contre la description de poste, puis valider est-ce que la personne a les soft skills, hard skills et tous les autres requis autour pour dire est-ce que c'est un prioritaire ou un moyen prioritaire ou pour le moment, on va le mettre en pause ou du moins simplement dire que ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. Donc, tout ça, ben, c'est pas le fun pour l'humain à faire. Et là, ce qu'on a fait, dans le fond, on a programmé un petit agent IA qui automatiquement reçoit la candidature de la personne qui postule et va passer exactement dans ce filtre-là. L'IA va nous donner un score selon les critères qu'on lui a donnés. Il va automatiquement venir classer et envoyer ça dans notre système de gestion HR. Et notre personne au HR a juste à se connecter, valider la réflexion de l'IA en quelques secondes pour voir s'il semble avoir une faille. Et si tout est beau, ben, il va selon la priorité qui était proposée là. Donc, tout ça, normalement, un humain qui le fait, ben, c'est extrêmement énergivore. Un coup que l'IA est programmé, on le déploie, l'agent IA est fait, ben, ça roule et voilà, merci, bonsoir. Puis après ça, on peut simplement l'améliorer à travers le temps. Et la beauté de la chose, c'est que ben, cette personne-là ne prend pas de vacances, cette personne-là ne quitte pas pour d'autres cieux éventuellement. Cette personne-là retient ce qu'on lui a dit et risque simplement de s'améliorer aussi à travers le temps. Donc, il y a quand même un gain à commencer à regarder c'est quoi nos tâches énergivores humaines, puis tranquillement déployer des petits outils pour libérer l'humain et le mettre à l'endroit où il y a du fun. Parce que c'est pas le fun pour une personne au HR de filtrer les CV et de les catégoriser. Là. On s'entend, c'est pas la job la plus excitante. Donc ça, c'est le genre de cause qu'on a développé un petit agent et on l'a mis dans les mains de notre personne au HR. Elle est bien contente. On est bien content. Les candidats sont contents parce qu'on est capable de leur répondre plus facilement. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qu'un agent IA peut faire dans le cadre d'une entreprise. Ouais, puis je reviens sur le côté réflexion, parce qu'on s'entend que des systèmes qui géraient les CV, ça existe depuis quand même une couple d'années, mais c'était juste s'il n'y a pas 22 ans d'expérience dans X, tu le fais disparaître. Là, il y a quand même une réflexion à dire, ben, il a fait ça, 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 il y a peut-être une équivalence ici. Oups, il a travaillé 3 ans en finance, ça peut être intéressant. Fait qu'il y a quand même beaucoup plus de nuances qui seraient apportées
On l'espère par un humain s'il avait fait ça aussi. Et c'est ça qui est impressionnant parce qu'avec des lignes de code, il n'y a pas de nuance. C'est ce qu'on appelle déterministique. Je ne sais pas si en français ça existe, ce mot-là, mais c'est dire c'est Ça 0 existe ou 1. depuis maintenant. Et voilà. C'est c'est blanc ou c'est noir avec des lignes de code. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle, quand on le voit aller, moi je vous dis, je tombais pratiquement en bas de ma chaise quand j'ai vu l'agent qu'on a déployé pour les ressources humaines, même chose pour mes courriels. C'est comme un humain. C'est comme un humain dans sa retour de réponse. Et c'est impressionnant, ce qu'il va donner comme on le voit là, qu'il a réfléchi, qu'il a tourné ça, il a regardé les nuances, il rajoute de la nuance là-dedans, tu sais, c'est pas juste une programmation 0-1, c'est vraiment impressionnant. Puis même moi encore aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je suis pas épaté. On aurait dit que c'est de la magie au final parce que je suis tellement habitué en mode ligne de code traditionnelle 0 ou 1. Puis là, il y a comme un cerveau humain, mais c'est numérique, qui nous répond à des tâches qu'on lui envoie. Il suffit de bien bâtir le contexte, bien bâtir le workflow en mode numérique, puis on est capable de faire des choses qui sont vraiment euh, inimaginables il y a un an, là. Aussi simple que ça. Fait que n'importe qui aussi aurait. Est-ce qu'on a accès si jamais j'ai juste ChatGPT gratuit? Est-ce que j'ai accès au mode agent? Est-ce que je te pose une colle puis tu le sais pas? Ou est-ce que Les, on le sait? Les forfaits de OpenAI sont en constante redéfinition. Il y a quelques semaines, il y avait seulement les forfaits payants qui donnaient un certain accès au mode agent. Je ne serais pas surpris que maintenant, ils donnent quelques crédits pour les essayer en mode gratuit. Ils ont l'air d'être beaucoup en mode tout le monde a les fonctionnalités, mais simplement dans la quantité de fois qu'on peut l'utiliser qui limite chacun des OK. forfaits. Donc, je vous inviterai à l'essayer. Par contre, si jamais vous n'y avez pas accès à partir de ChatGPT, il y a une autre intelligence artificielle qui donne des crédits gratuits et qui est égale, sinon parfois même plus fort que ChatGPT Agent, qui se OK. nomme Manus AI, M-A-N-U-S. Puis je pense que c'est .ai, ou en tout cas, si vous passez par Google ou ChatGPT pour vous rendre sur Manus AI, vous allez le trouver absolument. Par contre, j'ai mis un bémol, faites très attention, cette IA-là ne vient pas de l'Amérique du Nord, donc ça vient d'endroits qu'on n'est pas tout à fait convaincu au niveau de la confidentialité des données, de la sécurité. Donc, faites un test, mais mettez pas des choses importantes en termes de données là, à l'intérieur de ça. Faites très, 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 très attention parce qu'un des problèmes des agents comme le mode agent de ChatGPT, pour être capable d'utiliser la pleine force, ben, parfois, il faut mettre nos mots de passe et nos noms d'usagers de certains sites. Je ne vous le recommande pas du tout à l'heure actuelle. Faites très attention. Par exemple, sur Airbnb, si vous voulez qu'il réserve quelque chose, ben, il va falloir qu'à un moment donné, vous mettiez votre nom d'usager, votre mot de passe d'Airbnb, puis après ça, votre carte de crédit. On ne sait pas ça se ramasse où par après, fait que faites très attention. Ils vont arriver éventuellement avec des solutions pour ça, puis une plus grande transparence au niveau sécurité. Donc, restez quand même vigilants à l'heure actuelle, mais juste d'aller le faire promener dans Airbnb, vous allez complètement capoter. Toutes les fois que je fais des démos à des entrepreneurs ou à des gens en affaires par rapport à ça, tout le monde est vraiment épaté. Ça bouge tout seul, là. La souris et le clavier bougent tout C'est seul, là. ça. C'est surtout que c'est pas, il va chercher lui dans le back-end, puis on voit juste du code se promener. Là. C'est vraiment une petite souris qui fait puis là, de temps en temps, il prend des pauses, puis il réfléchit, puis là, il va Exactement. cliquer à d'autres places. Là. Et de la manière C'est que quand c'est même. fait, c'est que dans le fond, il y a un agent qui déploie une console virtuelle neuve à chaque fois, comme si un humain avait programmé un ordinateur puis avait installé, par exemple, l'équivalent de Chrome. Et là, après ça, il y a un agent qui prend des photos continuelles de l'écran à l'air de quoi, puis il y a un autre agent qui va analyser la photo de quoi ça a l'air versus la demande. Et bon, ben, selon la demande, ou qu'est-ce que je devrais faire? Fait que sur Airbnb, si c'est dit, ben, c'est ce week-end, ben, en premier, il va regarder, OK, que la photo qui est là, ce que je vois, à quel endroit je peux rentrer la date. Bon, mais il se dit, c'est en haut à droite, parfait. Fait qu'il y a un autre agent qui va aller cliquer, attend quelques millisecondes, reprend une photo, et là, les agents tournent en loop continuellement comme ça. Et ce qui est vraiment logique au final, parce que c'est la même chose qu'un humain. C'est carrément ça. Ouais, Dans le ouais. fond, l'humain va attendre, va scanner directement ce qui se passe comme prochain écran qui apparaît. Fait que là, on fait tourner cette loupe-là, pareil comme le cerveau humain et les mains d'un humain ferait. Et là, c'est un agent IA qui le fait au final, exactement. Alors, sur cette belle image des mains d'un humain, merci Joe pour cette explication. Je pense on en sait beaucoup plus, puis ça donne le goût de, tu sais, tout le monde, aller essayer un petit agent sur quelque chose de petit, en sécurisant toujours, commencez petit et faites boule de neige, mais aller voir qu'est-ce qui est possible, ne serait-ce que pour avoir des discussions et voir ce que vous voudriez essayer, ce que vous voudriez pousser plus loin avec des gens géniaux comme les gens chez OpenMind.
Euh, mais oui, au moins, tu sais d'où tu pars dans le langage, puis si nous, on vient puis qu'on te dit, ben on va déployer des agents, t'as pas l'impression que demain matin, la SQ va rentrer dans tes bureaux. Alors, je pense que ça donne déjà un meilleur vocabulaire puis de meilleure compréhension. Et à partir de là, j'ai mis deux choses supplémentaires. La première des choses, c'est encore ce matin, j'avais une discussion avec une entrepreneur, une belle entreprise. Et cette personne me disait, hey, je suis pas rendu là, je suis en train de changer d'ERP. Et là, j'avais pas assez de temps avec cette personne-là au téléphone pour lui expliquer la théorie suivante. Fait que je vais probablement lui envoyer ce vidéo-là pour lui expliquer ce que j'avais en tête à ce moment-là. C'est pas un parcours linéaire. Parce que si vous faites le parcours linéaire de dire je vais attendre que mon ERP soit complètement installé avant d'automatiser certaines tâches de mes humains, ben vous allez vous ramasser dans 2-3 ans. Puis le problème qui arrive avec ça, c'est que la compétition va l'avoir fait. Et la journée où la compétition commence à être beaucoup plus efficace avec la même main-d'œuvre, ben, ils vont faire deux choses. Soit, un, garder le même prix que ce que vous avez, mais dégager des marges de manœuvre complètement hallucinantes en profit puis le réinvestir en automatisation. Ou deux, baisser le prix. Et là, vous allez vous ramasser du jour au lendemain avec de la compétition que leur vendant va être votre cost. Et là, comment allez-vous, en tant qu'entrepreneur, financer une expédition d'automatisation devant vous autres si vous n'êtes plus capable de faire de l'argent? Et c'est ça qui est en train de se dessiner. Et ça se fait en coulisses, derrière le rideau. Personne ne voit à quelle vitesse son compétiteur va, mais le premier qui arrive à la ligne d'arrivée va monétiser vraiment un gain jusqu'à temps que la moyenne soit rendue là ou que les autres soient complètement outdatés au niveau de leur modèle d'affaires. Donc, ça, c'est la première des choses que je vous dirais. N'y allez pas dans un mode linéaire en pensant que faut vraiment que vous terminiez une implantation d'ERP. Dites-vous plutôt, il y a probablement beaucoup de vos humains présentement qui font des tâches qui pourraient être automatisables par l'IA, qui sont rentables probablement en un court laps de temps, et qu'en plus, votre ERP ne touchera pas ça. Votre ERP ne filtrera pas vos CV. Votre ERP ne filtrera pas vos On serait courriels. mieux de dire, mon ERP, il fait pas ce que j'ai besoin. Voyons voir qu'est-ce que je peux automatiser. Puis s'il y a un cap là-dessus, ben là, peut-être que c'est de changer d'ERP. Ce qu'on fait dans ce genre de cas-là, c'est l'exercice numéro 1 qu'on fait avec les clients, c'est justement d'éduquer tous les gens dans l'organisation qu'on accompagne, ou du moins les personnes clés, de qu'est-ce que c'est de l'IA, c'est quoi les possibilités pour qu'ils puissent voir c'est quoi de l'IA et les possibilités. Le deuxième truc qu'on fait avec les gens, c'est brainstormer sur les idées d'automatisation et ensuite, on va les prioriser. Fait que le but là-dedans, c'est de répondre aux fameuses questions. Je comprends pas c'est quoi de l'IA, puis ma gang non plus. Fait que ça, on vient y répondre, puis on élève les gens. Ensuite, c'est qu'est-ce qui est faisable? Ensuite, c'est quoi mes possibilités? Puis, combien ça coûte à peu près? C'est quoi mon budget requis pour avancer? Et je commence par quoi après? Donc, dans ce package-là où on accompagne les entreprises, on répond à tout ça. Et là-dedans, que vous soyez en transition d'ERP ou que vous venez de mettre un nouveau ERP ou que vous pensez éventuellement y arriver, on va être capable dans la liste d'idées qu'on va déposer sur la table de cibler des initiatives qu'on est à 90% sûr et plus que ça ne touche pas l'ERP ou que ça va être en dehors du ERP ou du moins que ça ne sera pas perdu ou que le retour sur investissement est quand même là de le faire tout de suite, même s'il y a un changement d'ERP ou même si ça n'avait pas terminé au final. Donc, dans notre matrice des idées de priorisation, on est capable toujours, que vous soyez en train de changer d'ERP, que vous venez de changer d'ERP ou que vous pensez de changer d'ERP, on est toujours capable d'aller chercher des systèmes qui valent vraiment la peine parce qu'avec l'IA aujourd'hui et les agents IA, on est capable d'amplifier ce que l'humain fait. Et là, ça devient vraiment impressionnant comme gain qui est potentiel d'aller monétiser. Fait que si vous y allez de manière linéaire, vous risquez de vous ramasser que la compétition va le faire et que vous allez être potentiellement dans une position très dangereuse. Et cette position-là, vous ne la verrez pas venir, elle va arriver du jour au lendemain. Et là, ben, vous allez être obligé de piger dans votre vieux gagné puis le profit des années d'avant pour essayer de rattraper cette vélocité-là que le compétiteur a été chercher. Donc, je pense qu'on vit dans un air vraiment impressionnante et excitante quand si on est entrepreneur aujourd'hui parce que ceux qui vont avoir compris ça, qu'on peut aller saisir ce gain-là de productivité, vont vraiment passer en avant des autres, puis ils vont être capables peut-être de faire des acquisitions en série, ils vont peut-être être capables d'aller chercher beaucoup de marchés en peu de temps, de devenir extrêmement efficients à l'interne par l'intelligence artificielle. Et cette technologie-là, je dis souvent, c'est la même chose que de l'électricité. Quand l'électricité est arrivée, tout le monde savait que ça allait changer quelque chose. Bon, aujourd'hui, là, Renaud, si tu me dis j'ai pas d'électricité dans ma business, je vais rire. C'est comme t'as pas de business, c'est impossible. C'est rendu une commodité.
Et ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. Ça va devenir une commodité. Le gain à avoir de l'IA, c'est pas de le mettre dans votre business, c'est de le faire avant que la compétition le fasse. Avant la moyenne des gens dans votre industrie. C'est ce gap de temps-là qu'on a une courte opportunité en tant qu'entrepreneur à saisir. Puis je vous invite fortement à l'évaluer et à le saisir. Puis c'est le genre de choses qu'on va faire avec les clients, justement, d'évaluer les opportunités, faire un roadmap et répondre à toutes les fameuses questions que généralement les entrepreneurs ont du flou. Donc voilà, Renaud. Avec des petits gains rapides, constants, beaucoup mieux que essayer d'avaler l'éléphant d'une seule bouchée. Eh si on bien, revient sur exactement. notre ami l'éléphant. Puis souvent, je dis, Renaud, il y avait l'ancienne méthode de faire l'IA, puis il y a la nouvelle. L'ancienne méthode, c'était de créer sa propre intelligence artificielle. On n'avait pas le choix, il n'y avait rien d'autre qui existait. Depuis qu'OpenAI est arrivé au marché avec des modèles génératifs, donc plus général, ça change la donne. On n'a plus besoin de créer de l'IA, on a juste besoin d'utiliser pour une fraction d'une scène ce que les OpenAI de ce monde ont mis des milliards à construire, qui est des cerveaux numériques qui sont ultra puissants. Et ça nous permet d'accélérer beaucoup plus vite, à plus faible coût, d'aller chercher des quick wins qu'on appelle, puis après ça, d'embarquer sa gang là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gestion du changement à faire aussi. Donc de là, pas s'embarquer dans un gros projet au départ. Il faut cibler des petits projets que la gang va embarquer puis qui voient vraiment une différence. Filtrer des CV, c'est un quick win. Trier des courriels, c'est un quick win. On vient juste amplifier l'humain puis de l'enlever de ses tâches qu'il n'a pas envie de faire. Aussi simple que ça. C'est de la musique à mes oreilles. Les tâches que j'ai pas envie de faire, si on peut me les enlever, tout le monde est heureux. Ben, merci beaucoup, Joe. Je pense que ça nous avance beaucoup sur la compréhension de c'est quoi un agent. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon qui était supposé être court, finalement, qui est mi-long. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Merci, Joe. Je te coupe en te disant bye, mais je te salue quand même. J'essaie de regarder le temps, combien qu'on l'a étiré. Celui-là, on voulait effectivement le faire court. Je vois pas le temps qui court, mais là, j'imagine qu'on l'a à peu près à étiré. 29 minutes. Ah, bon, on s'était dit un petit 5 minutes rapide. Voilà, on le fera en version courte, Renaud, la prochaine fois, celui-là. Merci, Renaud, pour l'animation. Merci. Et merci tout le monde. Et comme toujours, si jamais vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast@openmindt.com pour nous poser vos questions. Vous nous envoyez des fleurs aussi. On prend les fleurs numériques. Et n'oubliez pas de partager si vous avez trouvé ça intéressant. Il y a des bonnes chances que quelqu'un d'autre trouve ça intéressant, notre podcast. Alors, partagez-le à ces gens-là. Partagez-le même à des gens qui sont peut-être pas intéressés parce qu'ils vont le devenir. Alors, sur ce, on se souhaite au prochain épisode. Au plaisir.